Alors évidemment, on voit que les freins sont nombreux dans le développement de la performance des sportifs. Et parmi ces freins, eh ben, il y a la question de qu'est-ce que je vais faire après ? Qu'est-ce que je vais faire après ma carrière ? Et si je voulais formuler un peu les choses différemment, c'est finalement en quoi le sentiment de réassurance que j'éprouve à l'idée d'être sûr de ce que je vais faire après pourrait être contributif à ma performance en carrière. Pour répondre notamment à cette question-là, je vais inviter une autre de nos adhérentes, WinHub, à venir me rejoindre. Merci Véronique Barré, qui œuvre depuis 20 ans. Alors évidemment, je vais te laisser te présenter, mais à force de dire que ça fait 20 ans, ça fait peut-être un peu plus que ça maintenant. Oh, ça va, je suis déjà assez vieille comme ça. Et qui œuvre auprès des sportifs sur ces sujets-là. Et donc il y aura 2 volets. Un premier volet, c'est finalement cette question-là, c'est-à-dire comment les sportifs gèrent leur après-carrière. Et puis, en quoi ça contribue le fait d'avoir anticipé à leur performance. Là encore, on vous a sollicité pour une statistique. Donc, on va regarder les réponses à cette statistique, c'est-à-dire qu'est-ce que devient un sportif après sa carrière. Et vous êtes à peu près tous d'accord sur le fait qu'il doit repartir à zéro. Et effectivement, il y a une partie des sportifs qu'on prédestine à devenir entraîneur ou à devenir rentrer dans le staff de... il n'y a peut-être pas suffisamment de place pour eux. Et il y a une vraie question ici de qu'est-ce que font les sportifs après leur carrière. Donc on va faire un premier volet avec toi, qui est c'est quoi cette idée de l'après-carrière, comment ils la préparent, et en quoi le fait de le préparer vient influencer la performance. Comment il le prépare ? Alors, chacun le prépare à sa façon, c'est ça qui est bien. C'est qu'il n'y a pas de bon modèle. Simplement, effectivement, ce qu'on constate, c'est que le préparer permet d'éviter une fin de carrière trop douloureuse ou pas bien vécue, dans le sens où lorsque du jour au lendemain le sportif n'a plus rien derrière et que sa vie sportive est terminée, s'il n'a pas d'après visualisé, préparé, construit, là tout d'un coup du jour au lendemain ça devient terrible. Et cette désintégration identitaire qu'il vit, tu disais tout à l'heure, Karine, qui je suis quand je ne suis plus sportif, elle s'ajoute à une perte d'existence sociale, de reconnaissance, de revenus, d'activité, un bouleversement hormonal. Enfin, il y a tout un tas de changements, le regard des autres, ma place dans la famille. Il y a beaucoup, on ne le dit pas non plus beaucoup, ça, mais il y a beaucoup de fin de couple au moment de la fin de carrière. Enfin voilà, donc tout ça, quand ça n'est pas bien géré, les pertes peuvent être colossales pour le sportif. Et donc, de plus en plus, donc depuis 20 ans où on leur dit « allez-y les gars, il va falloir y réfléchir », ça y est, ça se met en place. Et donc, de plus en plus, effectivement, ils se disent « bon, ok, j'ai bien compris que si je ne prépare pas ce moment-là, cette transition, ça risque de ne pas bien se faire et puis de durer. » Et c'est ce qu'on voit effectivement pour ceux qui ne l'anticipent pas bien. C'est quelque chose qui peut durer pendant des fois très longtemps et être très douloureux. Donc le préparer, pour eux, ils ont compris que c'était un enjeu pour l'après déjà, de pouvoir mieux le vivre. Et ce qu'on observe, c'est que ça leur donne aussi souvent la main sur la décision de l'arrêt. À partir du moment où je sais ce que je vais faire de ma vie d'après, eh bien, je la subis beaucoup moins. Et c'est moi qui vais dire le top de départ. Maintenant que je sais ce que je vais faire après, eh bien, si j'ai envie d'arrêter, eh ben, j'arrête. Et ça, c'est quand même extrêmement confortable et ça libère beaucoup d'énergie. Et c'est là qu'on a l'impact aussi sur le présent. C'est qu'à partir du moment où je sais que je vais décider de m'arrêter quand je vais avoir envie de le faire, parce que ce qu'on décrivait tout à l'heure, moi j'entendais tout ce je vois bien tout ce qui se passe au niveau de la présence des datas dans le vécu d'un sportif, mais tout ça met une pression sur les épaules du sportif ou de la sportive qui est absolument... on parle de la charge psychologique, de la charge mentale, on parle du burn-out du sportif, etc. Je ne sais pas dans quelle mesure, j'aimerais bien avoir des éléments qui évaluent comment le fait d'être une machine, de devoir être une machine qui performe autant dans mon alimentation que dans ma récupération, que dans mon bras droit, que dans mon pied gauche, que dans tout ça, à un moment donné, n'épuise pas. Bon, c'est une question. Il y a peut-être des données là-dessus ? Je ne sais pas. C'est peut-être un nouveau champ.
à aller explorer. En tout cas, oui, ça me donne la liberté de choisir. Et donc, on voit sur les sportifs qui se disent bah, ça y est, je sais maintenant ce que je ferai après. Et je sais que dans 2 ans, je vais arrêter. Eh bien, les 2 dernières années de leur carrière, dans ce cas-là, elles sont souvent des moments de jouissance totale, où ils se sentent libres, où ils se sentent complètement connectés à leur envie, à leur plaisir de jouer. Ils ne jouent plus parce que c'est leur métier ou parce qu'ils doivent le faire. Ils jouent parce qu'ils ont le plaisir et ils ont toujours la passion de leur jeu. Et on voit bien à quel point c'est pas facile finalement cette période-là. Les conséquences de ne pas le préparer, c'est ce qu'on appelle la petite mort, c'est-à-dire ce vécu, il est vécu réellement comme un traumatisme chez les sportifs. Moi, j'y suis passé, je n'avais pas choisi, parce que des fois on le choisit, ça c'est le meilleur des scénarios. Et des fois on a la blessure qui vous disent, la blessure vous dit bah, c'est terminé, là maintenant tu peux plus, il faut changer de vie. Donc quand on a le choix, eh ben, il y a une proportion de sportifs qui ont le choix, qui ne sont pas blessés, qui n'anticipent pas cette situation. Or, l'anticiper, eh ben, ça permet justement de libérer son potentiel. Alors là-dessus, il y a également des contextes, je pense aux entraîneurs, aux représentations des entraîneurs et des clubs qui ne libèrent pas toujours les sportifs pour qu'ils aillent faire des études ou qu'ils aillent aller visiter des entreprises. On voit bien qu'il y a des freins culturels encore du monde du sport qui font que, alors ça évolue fort heureusement, mais qui empêchent le sportif d'aller explorer d'autres champs. On a beaucoup d'entourage du sportif qui considèrent que s'ils font autre chose, ils se dispersent, ils perdent de l'énergie, ils perdent de la concentration. Alors, pour certains, c'est peut-être vrai, mais c'est le fait de décider que c'était la règle qui est pas bonne. C'est-à-dire qu'il y en a pour lesquels, au contraire, faire autre chose à côté, c'est un équilibre, c'est une respiration. C'est une façon de dédramatiser des choses qui se passent moins bien dans le monde du sport. Je travaille avec un team là, qui est chez Veolia en ce moment, des athlètes, et je pense à Caroline Jouisse qui cet été concourait pour le 10 km en eau libre. Et puis la course est arrêtée et on décide qu'il n'y aura pas de champion. Donc elle a juste bossé toute l'année pour ce titre-là de championne d'Europe. Et puis on décide que non, finalement, il y aura pas on arrête la compétition parce qu'il y a des vagues. Et d'habitude, il y a un protocole, là, ils décident de ne pas l'appliquer. Enfin bref, elle s'arrête et elle se retrouve à rentrer chez elle. Elle a passé toute son année à viser ce titre de championne d'Europe. Et on dit, non, cette année, allez, on ne va pas donner de titre. C'est cool ça, non ? Alors finalement, ils lui ont redonné sur tapis vert, mais moi, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que le fait d'avoir ce boulot à côté chez Veolia, ça lui avait sauvé la vie, quoi, en gros. C'est-à-dire que, c'est pas grave, j'ai autre chose à quoi me raccrocher. Et elle me disait aussi que c'était aussi le fait d'avoir cette à côté dans sa vie, tout court, qui lui permettait aussi d'être performante sur le terrain. Et ça, je l'entends, pour ceux qui font ce choix, je l'entends régulièrement. C'est un équilibre et il ne faut pas dire qu'il ne faut pas. Il faut laisser le sportif faire comme il le veut. Et s'il veut faire autre chose à côté, c'est qu'il en a besoin et c'est qu'il est capable de le faire. On projette souvent, et il y a beaucoup de projections. Moi, je le vois dans le monde de l'entreprise, des gens qui ont fait des grandes études, qui se disent, mais lui, il dit qu'il a fait les mêmes études que moi, et en même temps, il était champion d'Europe. Comment c'est possible, vu que moi, j'ai déjà ramé pour avoir ce diplôme-là? Lui, il est en train de me dire qu'il a eu le même diplôme que moi, en plus en s'entraînant tous les jours, 5 heures par jour. Ils ont du mal à l'intégrer et à l'accepter. Donc, ils vont dire, mais non, mais on te l'a donné, toi, ton diplôme. Tu n'as pas fait les vrais cours. Enfin, c'est bon. Et ça, il faut qu'ils luttent contre ça, malgré tout. Vas-y, je t'en prie. Non, je voyais Faustine sourire, ce fait qu'on lui a donné son diplôme, et j'ai noté ce que tu as dit, Véronique, c'est la jouissance totale quand on sait ce qu'on va faire après les deux dernières années. Tu sais ce que tu vas faire après ? Vas-y. Si, ça va venir. Allô. Oui, c'est bon. Je suis en pleine formation de kinésithérapie, donc je prépare déjà mon après-carrière. Et en fait, quand j'ai commencé le sport de haut niveau, je ne concevais pas non plus de me dire j'en ferai que ça, parce que concrètement, je sais que financièrement, je ne vivrai pas tout le temps de mon sport. Peut-être que j'en ne vivrai même pas non plus. Donc, il fallait que je prépare ça. Et en plus, je pense que dans le sport, on acquiert tellement de compétences diverses, que ce soit dans notre sport, mais aussi dans de la communication, dans du management,
voilà, tous les champs qu'on peut toucher en tant que sportif. Et ça, il faut savoir aussi qu'après carrière, on peut les remettre en place, ces compétences. Et justement, c'est en lien aussi avec les freins de tout à l'heure, de se dire que peut-être qu'on peut trouver, le sport c'est une passion, et on peut trouver d'autres passions qui peuvent nous permettre d'utiliser ces compétences et pareil, d'être encore dans cette recherche de performance autre que le sport. Et c'est ça un peu qui m'anime aussi, c'est que voilà, aujourd'hui j'ai mon sport, je recherche la performance dans mon sport, et peut-être que dans mon métier futur, je l'espère, et je rechercherai aussi cette performance. Donc voilà, ça c'est super important. Tu vois, pour Benoît, moi. on peut mettre en valeur des sportifs sans les faire descendre de leur piédestal, comme ça en disant oh, vous êtes une ancienne sportive, prenant de la graine. Bien joué. Alors, il y a ici, Faustine, merci, parce que tu n'imagines pas à quel point ton propos est juste, pertinent et fait transition avec ce qu'on va voir juste après. Sachez que Véronique Barré a écrit un livre et fait un documentaire et un long métrage, un film, sur ces questions de l'après-carrière. C'est le sport, des médailles et après, je ne me trompe pas sur le titre, et dans lequel tu évoques la question des compétences que développent les sportifs dans leur activité propre à chaque sport, propre à chaque rôle dans les sports. Et aujourd'hui, ces compétences, elles sont décryptées, elles sont analysées. Voilà, j'aimerais que tu nous en dises un petit peu, quelles sont les compétences que développent les sportifs dans le sport et de quelle manière elles sont transposables finalement dans un autre univers que celui du sport. Alors, tu dis que tu sais que tu as des compétences, oui, mais il y a beaucoup de sportifs qui, nous, lorsqu'ils arrivent, nous disent « mais moi, je ne sais rien faire d'autre que mon sport ». Et quand ils se reconnaissent des compétences, ils les considèrent comme étant strictement liées à leur pratique sportive. Alors, ils commencent là aussi à entendre qu'on leur dit que mais non, ça a de la valeur dans le monde de l'entreprise, mais enfin, de là à le ressentir comme tu l'exprimes là, on n'en est pas là. Ta question, c'était quoi, Benoît ? Quelles sont les compétences ? Et la question vous a été posée d'ailleurs. On va regarder les statistiques. Alors, d'abord, quelles sont les compétences Voilà, les 5 compétences développées. D'abord, qu'est-ce qui rend difficile ? Première statistique, qu'est-ce qui rend difficile un projet d'après-carrière ? Le manque d'accompagnement pour structurer sa réflexion, si je lis bien, et la peur de ne pas trouver un métier aussi épanouissement que le sport. On fait évidemment la transition avec le propos que tu as tenu, c'est comment j'arrive à m'épanouir dans un autre métier. Et pour ça, il y a la connaissance de soi, puis il y a la connaissance de ses compétences, et donc on y vient. Oui. Alors ces compétences, elles sont à la fois liées à une pratique sportive intensive, je dirais c'est des compétences qui sont un peu transversales à tous les sportifs, et qui sont... dont on prend rarement conscience de l'intensité et du niveau de performance. C'est-à-dire qu'il y a une graduation dans la compétence, et sur les compétences que les sportifs développent dans leur pratique sportive, on n'est pas à une compétence de base, on est souvent à un niveau d'expertise, mais plus. Je pense par exemple à la compétence liée au travail en équipe. Moi, lorsque je travaille sur cette compétence avec les sportifs, où ils me décrivent comment ils travaillent en équipe, c'est-à-dire comment ils se répartissent les tâches, comment ils se soutiennent, on se rend compte que c'est quasiment la description de ce que l'on décrit dans les équipes haute performance, c'est-à-dire une vision commune, partagée, à laquelle j'adhère, une répartition des rôles organisée sur la base de nos compétences complémentaires qui sont en évolution et en formation permanente, etc. Enfin, lorsqu'ils décrivent ça, eux, c'est leur façon de travailler en équipe, c'est du basique, mais c'est l'équivalence d'un fonctionnement d'une équipe haute performance, dont on est parfois malheureusement assez loin dans l'entreprise, où on a plutôt des gens qui sont là des fois depuis 10 ans, qui sont là sur ce poste parce que c'est leur histoire qui les a amenés là. Mais le sportif, quand il va arriver dans cette équipe-là, où il va se dire moi j'ai l'habitude d'aller à la guerre avec le meilleur à ma droite, le meilleur à ma gauche, et je sais qu'il bosse autant de moi et qu'il a la même énergie et qu'il vise la même chose que moi, dans l'entreprise, des fois, il s'y retrouve moyen. Donc, ça peut faire peur. Ce type de profil peut des ovnis qui peuvent faire peur en fait, au reste de l'équipe. Oui. Alors des fois c'est assez violent. Le rejet du corps social sur le sportif peut être des fois assez
catégorique et difficile pour lui. Bon, toujours est-il qu'il a ces compétences donc, qui sont liées effectivement à sa pratique sportive et qui sont extraordinaires. Franchement, moi, depuis 20 ans, comme tu le disais, que j'accompagne les sportifs, il n'y en a pas une fois où je me suis dit on ne va rien en tirer. C'est quand même des profils qui sont incroyables. Alors, bon, il faut qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont dans le ventre et ce qu'ils ont dans le sac de sport, mais quand on leur donne à voir ça et qu'ils se l'approprient, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement le voir, c'est se l'approprier. Il y a tout un travail de l'ordre de... je dis souvent, je gratouille un peu la matière avec les sportifs pour voir ce qu'ils ont réellement fait. C'est dans le concret. On arrime leurs compétences à quelque chose de très concret, et quand ils voient à quoi ça correspond, et quand on les emmène dans l'entreprise pour leur dire, voilà ta compétence là, dont on parle là, voilà comment elle s'exprime dans l'entreprise. Ils disent, ah bon ? Bon, ben alors ok, alors, si c'est ça, c'est cool, je vais y aller. Donc, ces compétences transversales, et puis après, il y a effectivement des compétences qui sont très liées à la discipline sportive. C'est-à-dire que tu as fait du rugby, j'ai fait du volley, et ben on n'est pas tout à fait les mêmes quand même, au-delà de toutes nos autres différences. Mais dans une pratique sportive, en fonction de la discipline qu'on a pratiquée, pendant des années, pendant 20 ans, 30 ans, on a été centré sur un objectif, sur un environnement, sur un geste particulier à produire, sur une intention à avoir, sur un environnement à maîtriser. Toi, tu as l'habitude de groupes de 50 mecs. Tu sais gérer, évoluer dans un groupe de grande taille. Moi, c'était plutôt 10 nanas, les autres étaient plus grandes. Mais, et dans le sport individuel, ou quand on fait du patinage artistique, où on est dans de l'esthétique, la finalité, elle est bien évidemment pas la même de quand on fait du short track. Et ça imprègne, mais d'une façon indélébile, le qui on est et les compétences que l'on développe. Moi, j'ai commencé par la gym, puis le volley. Mais de la gym, il me reste ce besoin de perfection, du geste parfait. Et donc, pour le sportif, d'aller comprendre d'où il vient, de nommer sa famille sportive avec toutes ses caractéristiques, c'est une façon pour lui de s'approprier ces compétences-là. Et dans le travail qu'il doit faire de où je vais maintenant, où je vais après, eh bien, c'est une information qui est hyper importante pour lui à prendre en compte, parce que si je sais que j'ai le souci du détail, eh bien, il faut que j'aille quand même dans des métiers où ça aura de la valeur. Sinon, je risque de ne pas bien m'y retrouver, ou alors de devoir faire un effort. Aujourd'hui, je vous entends, on a envie, on a de l'appétence pour le recrutement de sportifs, mais vous êtes les dirigeants. Moi, j'alerte sur le corps social, qui, quand il voit cet ovni débarquer, est des fois un petit peu moins à l'aise avec ce profil atypique, avec ses compétences hors normes, avec cette énergie, cette capacité d'engagement. Et moi, j'attire l'attention, je tire la sonnette d'alarme d'une façon très fréquente et forte en ce moment sur c'est bien de les recruter, mais travailler leur intégration et accompagner vos managers et les équipes à bien se rendre compte de ce qui se passe et à comprendre comment le sportif va pouvoir les aider à être meilleurs, et non pas, il n'est pas là pour les enquiquiner, il est là pour produire de la performance. Mais si on ne travaille pas l'intégration du sportif, ça ne se passe pas toujours bien. J'ai trop d'exemples de sportifs pour lesquels c'est douloureux, il fait un effort de dingue et une fois sur deux il s'en va parce que et il se dit ok, je vais créer ma boîte et je bosserai tout seul et je me ferai plus enquiquiner par des gens qui ne veulent pas avancer ou qui ne comprennent pas. Il faut faire comprendre, voilà. Merci infiniment Véronique, je crois qu'on peut l'applaudir, cette séquence évidemment comme à son habitude, passionnante. Véronique Barré, je vous invite évidemment à voir ses travaux, à voir ses productions, voilà, vous allez tout comprendre sur la question de l'après-carrière.